Bonjour Emilio, pardon. On va faire... Ça commence. Emilio, comment tu vas, grand reporter au service politique de l'humanité? Ça va, et toi Théo? Super bien, on en profite pour faire des petits tests micro. N'hésitez pas le chat si on entend bien tout le monde. Bonjour Cyprien, chef adjoint du service politique. Bonjour. Super, comment tu vas? Ça va. Ouais. On va maintenant faire une tier list des nouveaux ministres. On a un gouvernement. Apparemment, on a un gouvernement. Je vous rappelle que quand même le principe de la tier list, pour vous le chat, on va classer les membres du gouvernement. Alors je sais pas si on va avoir le temps de faire les 39, surtout qu'il y en a, on sait pas qui c'est. Bah justement. Je pense qu'on va faire un paquet des fois. Alors. Un paquet. Je pense qu'on va commencer par les plus importants. Enfin, en tout cas, ceux qui ont soit des rôles particulièrement importants, soit qui ont des histoires particulièrement importantes. Par exemple, je pense à Madame Garnier, qui, même si elle n'a pas un ministère des plus importants, elle a quand même un passé qui intéresse. Alors, j'ai préparé normalement, si tout fonctionne bien. Hop. Alors, ils sont magnifiques. Voilà, j'ai téléchargé une par une toutes les photos Bravo. tous les membres du gouvernement. Par contre, j'ai pas fait les catégories parce que je sais que vous en avez préparé quelques-unes et je voulais qu'on les écrive ensemble. Non, c'est Raphaël qui m'a dit ça. Raphaël, il m'a dit que vous aviez quelques idées. Ouais. Est-ce qu'on les fait au fur et à mesure ou est-ce qu'on les lance direct comme ça on joue en jeu? Ou est-ce qu'on les découvre au fur et à mesure des... Peut-être qu'on peut les découvrir au fur et à mesure. Comme vous voulez. Tu le sens, c'est ton antenne, Théo. Maîtrise-la. De toute façon, je pense qu'on va pouvoir un petit peu les changer. Peut-être qu'on va se rendre compte qu'il y en a où il y a personne, ou au contraire il y en a trop, il va falloir en rajouter une. Ouais, moi j'ai une super catégorie, il y en a que 2, mais je suis pas sûr que ça passe. Tu veux la dire maintenant ou Ouais, c'est Vive le vent parce qu'il y a 2 ministres avec le mot Noël dans leur prénom et ça me fait kiffer. Ouais, c'est te dire si on avait de l'inspiration. Putain, vous avez bien bossé, vous avez bien préparé. Jean-Noël Barrot et François-Noël Buffet. Voilà. Pas mal. On a vu aussi avec Raph qu'il y avait 3 ministres où il y avait Agnès dans leur prénom. Je crois qu'il y a 2 Marie-Agnès et une Agnès. Ah oui. Voilà. Okay, et bah, les stats qui intéressent tout le monde, c'est bien. Et ça dit tellement de choses. Ça bosse dur à l'humanité, ça bosse dur. On commence par le GOAT, Michel Barnier. Tout à fait. Où est-ce qu'on le classe? Je crois qu'on n'a même pas réfléchi à Michel Barnier. C'est quand même le chef. Niveau jeu de mots sur Michel Barnier, on est bien, mais alors sur le classé, est-ce qu'on mettrait pas le boss tout simplement parce que... Le boss? Ouais, bah le boss, ouais. Genre au-dessus de tout le monde? Ah ouais, non, je suis pas d'accord. Ah, on va vite le rétrograder après, hein, bien sûr. Voilà, on le met là et on le changera après. Voilà. Ensuite, la caution de gauche du gouvernement, Monsieur Migaud. Lui, il va dans ASCII pilier de gauche. ASCII pilier de gauche. Première catégorie. Mais il va être tout seul, non? Il y en a d'autres Non, je te jure, il y en a d'autres. Il y en a plusieurs? Ouais. Non, mais Didier Migaud, donc lui, c'est l'ancien président de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, la HATVP, qui s'occupe de contrôler la transparence donc, de la vie publique et donc les patrimoines des élus. Donc, c'est-à-dire que les mecs qui bossaient pour la HATVP devaient contrôler le patrimoine de leur boss pour qu'il rentre au gouvernement. Et de ce que j'ai lu, il rentre au gouvernement, lui, un peu, c'est la caution de gauche. En réalité, ça fait bien longtemps qu'il est plus de gauche. Il a quitté le PS il y a un moment. Il y a plus de 10 ans, ouais. Mais parce qu'il aurait pour ambition d'être nommé au Conseil constitutionnel en début d'année prochaine. Voilà. Donc son poste de ministre, c'est qu'une passage, c'est un tremplin vers le Conseil constitutionnel? Ouais, carrément. En même temps, il est nommé à la justice, il est ministre de la justice, garde des Sceaux, et donc ça pourrait faire une continuité logique, une petite récompense ensuite. Et après, juste en Macronie, on est toujours de gauche relativement par rapport aux autres. Lui, clairement, c'est Che Guevara dans le gouvernement. Il a une tête de Che Guevara en plus, franchement. Ah non, on pas du on avait dit pas le physique. On avait dit pas le physique. C'est moi qui ai lancé. En plus, avec Raph, on s'est dit non, pas le physique, et c'est moi qui commence. Très bien. Alors, tu disais qu'il y en avait d'autres îles où elle se croit de gauche? Oui, est-ce qu'on... Mais peut-être faire d'abord les gros et puis faire d'abord les gros. Alors, par exemple, Maud Bréjon, on aura des choses à dire sur elle, mais peut-être pas tout de suite. Qui je vois. Tiens, on peut faire un petit test. Qui est cette personne? C'est Astrid Panosyan. Ouais, la ministre du Travail. Ah mais oui, j'ai une facile. Bah tiens, ministre du Travail, c'est un truc important quand même. Et bah, ASCII pilier de gauche. Ouais, t'es bien tombé, ouais. Ah ouais. Tout à fait. Et c'est marrant parce qu'Astrid Panosyan, alors je la connais pas du tout, mais par contre, il se trouve que ce matin, j'ai pris un café avec un macroniste qui m'a parlé d'Astrid Panosyan, pour ne rien vous cacher. Un lundi matin chez Guillaume Meller. Non, alors on est mardi déjà. Et en fait, il me disait, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Parce que visiblement, elle, ce serait la plus à gauche du gouvernement sur le fond, mais qu'elle est prête visiblement à avaler beaucoup de couleuvres. On m'a même dit, parce que dans ASCII pilier de gauche, je spoil un peu, mais on aura aussi Agnès Pannier-Runacher. On m'a dit, mais elle, comparée à Agnès Pannier-Runacher, c'est Che Guevara, justement. Che Guevara dans le gouvernement, ouais. comment ça va? Deux éléments qui la caractérisent de gauche, entre guillemets, enfin, elle gauche, Macronie, c'est qu'elle est contre la réforme de l'assurance chômage. Ça, pour le coup, ça dénote un peu au sein de son groupe.
Et surtout, elle s'était fait épingler dans l'hémicycle par Yael Braun-Pivet parce qu'elle avait qualifié le RN de parti xénophobe. Et Yael Braun-Pivet avait dit quand même, on dit pas xénophobe, on n'est pas méchant. Et voilà, donc elle se retrouve dans un gouvernement adoubé par le RN. Ça, et donc ministre du Travail, on est ministre du Travail et de l'Emploi, oui, tout à fait. Mais alors, si elle critiquait notamment l'assurance chômage, est-ce que ça veut dire que peut-être qu'au ministère du Travail, elle va faire des choses de gauche aussi, ou il ne faut pas y croire? Non, parce qu'en Macronie, on avale beaucoup de couleuvres. Et donc, comme Barbara Pompili, lorsqu'elle était ministre de l'écologie, auparavant, sous François Hollande, elle avait supprimé les insecticides néonicotinoïdes. Mais par contre, ministre de l'écologie d'Emmanuel Macron, elle les avait réintroduits. Voilà. Oui, n'oubliez pas qu'Olivier Dussopt était aussi aile gauche. C'est vrai. C'est Olivier Dussopt, donc ancien ministre du Travail, le monsieur réforme des retraites de Macron. Lui, donc, il était au Parti Socialiste. Il critiquait le budget de Macron. 15 jours plus tard, il est nommé ministre du budget pour défendre le budget qu'il critiquait avant. Je lis le chat, il y a plein de trucs qui se disent en même temps, là, mais vous allez trop vite, j'arrive pas. Arrêtez de salir le nom du Ché, oui, désolé. Qu'est-ce que vous dites Personne n'a craqué. Il y a des gens qui ont la rêve sur du son. Ça, c'est beau. Il a quand même imprimé les esprits. Est-ce que vous avez déjà vu le remix Section d'Assaut, personne n'a craqué? Non. Toi, t'as du temps à perdre. Je vous le montrerai un jour autour d'une bière. Personne n'a craqué. Voilà, les gens ont les refs. Alors, on classe qui d'autre? Allez. Alors, qui en a d'autres? Une autre pointure. Peut-être justement. Non, parce que ça va faire trop de personnes dans la même catégorie. Si quelqu'un va tomber sur le live en même temps, mais tout le monde est de gauche dans ce gouvernement. Alors, vas-y, je te laisse dire notre catégorie. Mais il est pas au RN, lui? Bruno Retailleau, nouveau ministre de l'Intérieur. Ouais. Alors lui, c'est un petit génie. Ouais, il faut qu'on reste une minute dessus. Ouais, même je pense un peu plus. Ouais. Ah, mais attendez, en plus, on a fait une petite capsule vidéo. Sans interrogation, parce que c'est une question rhétorique. Mais c'est pas une affirmation. Bruno Retailleau, oui. Alors, allez-y, parlez. Je vais essayer de retrouver la vidéo qu'on a fait. Si je tape Bruno Retailleau. Alors, Bru, moi, je veux bien commencer sur ses origines. C'est un Vendéen, Bruno Retailleau. Et en Vendée, vous savez ce qu'il y a, c'est le Puy du Fou. Et donc, il était le cascadeur sur le Puy du Fou qui est créé par Philippe de Villiers. Donc, Bruno Retailleau, c'est un mec qui vient de l'extrême droite catholique vendéenne, qui est persuadé qu'il y a eu un génocide en Vendée au moment de la Révolution française. C'est un mec très, très, très à droite qui, jusque-là, donc avait fait toute sa carrière avec Philippe de Villiers, avec qui, depuis, il s'est brouillé. Et il est devenu président du groupe LR au Sénat. Je te laisse continuer la bio de notre Bru. C'est vrai qu'on peut se réjouir qu'il ne soit pas à l'éducation nationale, vu que c'est une droite quand même révisionniste, mais il est à l'intérieur. Et pourquoi à l'intérieur? C'est parce que, notamment en tant que patron des sénateurs LR, il a porté cette première mouture de la loi immigration, est-ce que vous vous en souvenez, avant qu'elle soit nettoyée par le Conseil constitutionnel, qui préconisait, qui portait des articles qui supprimaient l'aide médicale d'État pour les étrangers, qui mettait fin à l'automaticité du droit du sol, qui instaurait la préférence nationale. Tout à fait, qui limitait les visas pour les étudiants étrangers, enfin toute une batterie de lois vraiment dégueulasses, c'est probablement une des lois les plus dures en matière d'immigration depuis 1945. Et donc voilà, il portait cette loi-là, donc il se retrouve au ministère de l'immigration, de l'Intérieur. Ils n'ont pas pu le renommer, mais oui, c'était pas loin. Voilà, donc voilà, et donc il a eu des sorties, je pense que c'est ça que tu veux montrer, mais il a eu des propos déjà qui sont assez. On a fait un tout petit florilège, parce qu'il y en a eu plein d'autres. Mais La colonisation, c'est bien entendu des heures qui ont été belles. Les migrations africaines, ce sont des gens qui n'ont pas la même culture que nous. Ce sont des gens qui viennent non pas pour être français, mais souvent pour profiter des droits sociaux français. Certes, ce sont des Français. Mais ce sont des Français par leur identité. Et malheureusement, pour la deuxième, la troisième génération, il y a comme une sorte de régression vers les origines ethniques. Un ressenti intime ne fait pas un diagnostic. Ça peut être, par exemple, une orientation homosexuelle. Faut l'assumer, c'est tout. Il n'y a pas besoin de changer son corps si on a cette orientation. On se demande pourquoi lui, il n'est pas parti avec Éric Ciotti au RN. Mais c'est vrai, on a l'impression qu'il est plus de gauche que Ciotti, c'est bizarre. Enfin, en tout cas, dans les choix stratégiques au moment de l'alliance avec le RN, ça a été un de ceux à dire non, pas le RN. C'est pas un parti comme les autres, machin, alors que quand on voit ses positions, c'est deux faces d'une même pièce, Retailleau et Ciotti. Ciotti, c'est surtout en fait un ultra-libéral sur le plan économique et un ultra-sécuritaire d'un point de vue de l'ordre. Ce qui est aussi Bruno Retailleau. Mais lui, Retailleau, il est surtout ultra-conservateur sur les positions, sur les questions sociétales. Ouais. Et c'est surtout ça qui fait qu'il est resté à LR, où en fait, qu'il y a comme une lente dérive de conservatisme
Et peut-être rajouter aussi qu'il est patron des sénateurs LR, ce qui est une position plus confortable que celle d'Éric Ciotti, dans le sens où la droite sénatoriale est majoritaire. Et voilà. Je pense que c'est un. Éric Ciotti, lui, il craignait pour son siège de député à Nice, contrairement à Retailleau qui n'est pas menacé directement par le Rassemblement national. Très bien, donc il n'est pas au RN lui. Alors par contre, il va falloir aussi classer, parce que là il y a une hiérarchie dans toutes ces catégories-là. C'est vrai. Donc, on peut les switcher. Mais je sais pas si on peut bouger ça, parce qu'on peut bouger les images, mais ça je suis pas sûr. Ah mais oui, bien sûr. Putain, le streamer en carton quoi. Mais surtout, au pire, tu sais faire un copier-coller, non? Oui. Merde, c'est pas ça. Bon, Bruno Retailleau, très bien. Au suivant ou à la suivante, quel autre gros cas on a on pourrait... Ah, Casbarian. Casbarian, c'est pas mal. Hein. J'adore Guillaume Casbarian, le monsieur qui pourrait bosser chez Big Fernand. Ah non, on n'a dit pas le physique, pardon. Cette fois, c'est de la gastronomie, ça n'a rien à voir. C'est vrai qu'il a le... Non, rien. On n'a dit pas le physique. On appelle... Donc... Et Casbarian, lui, va rejoindre Retailleau dans Askip. Il n'est pas ERN, lui. Askip, non, pardon, là, je mixe les catégories. Il n'est pas ERN, lui. Parce que j'ai une anecdote sur Casbarian. J'étais à l'Assemblée nationale un jour, il n'y avait pas grand monde, il faisait nuit noire. J'étais avec une autre journaliste de BFM et on discute et elle se dirige vers un mec dont je ne sais pas qui c'est. Je ne le connaissais pas. On discute avec lui et le mec est très très dur, notamment sur les gens du voyage, sur les questions de propriété. Il venait de faire une loi très très dure sur le squat. Non, le squat c'était après. Mais à ce moment-là, sur l'encadrement des terrains de gens du voyage qui sont des gens maltraités en fait dans les villes qui sont reléguées près des stations d'épuration, etc. Et donc lui, il avait fait un truc. Il avait un discours très très dur. Je savais vraiment pas qui c'était. Et donc on le quitte et je me tourne vers ma copine de BFM. Je dis mais c'est qui lui? Il est au RN. Et en fait, non, elle me dit non, c'est le président de la commission des affaires économiques de l'Assemblée, c'est un macroniste, c'est Guillaume Casbarian. Ouais. Et donc Guillaume Casbarian, ancien ministre du Logement, qui a notamment fait voter la loi dite anti-squat, qui en gros visait à expulser les pauvres qui n'ont pas d'appartement. Et favoriser les propriétaires, les multipropriétaires. Et donc il se retrouve ministre de la fonction publique. Ça augure pas grand-chose de bon cette histoire. D'autant qu'il a déjà annoncé un peu la couleur, puisqu'il a dit hier, me semble-t-il, que sa mission c'était de débureaucratiser le service public. En bon français, ça veut dire... changer le statut du fonctionnaire et puis liquider des postes, tout simplement. Donc voilà. C'est ce qu'on appelle un libertarien en fait, qui pour le moins d'État possible. C'est voilà. Donc lui, il serait vraiment. En vrai, il aurait sa place au RN. Les députés RN l'adorent. Et par contre, je regarde la tier list, mais j'ai oublié de dire un truc sur Retailleau. C'est quand même, il a triché à Interville. Et ça, fallait le rappeler quand même. Oui, c'est vrai. Enfin, il aurait triché à Interville. Pardon, je me reprends. Ouais, du conditionnel. Après, c'est pas la plus grosse casserole des ministres. Quoi. Non, mais je trouvais ça marrant de le dire. C'est marrant. Il y a quelqu'un déjà qui dit, en parlant de Retailleau, justement, il risquait son siège de leader LR au Sénat s'il s'alignait sur Ciotti. Oui, de toute façon, il aurait dû quitter. Il aurait dû quitter le groupe, en fait. Donc, il aurait été mis à part. Et en fait, l'extrême droite n'a pas de groupe parlementaire au Sénat. Ils ont quelques sénateurs maintenant, mais pas donc il aurait pas pu rejoindre un groupe de fachos. Autre que le sien. Ça aurait été une régression. Il a avoué pour Interville, tu peux enlever ton conditionnel, nous dit Oldu. Voilà, un homme honnête. Un homme honnête qui avoue ses fautes. On ne risque pas donc la diffamation. Très bien. Donc Guillaume Casbarian. Oui, ce que je voulais dire, c'est quand même ultra symbolique qu'on mette ce genre de profil à la fonction publique. Enfin, je veux dire, ça aurait pu être déjà notre ministère, ça aurait été problématique, mais à la fonction publique, quand justement vous disiez que c'était un libertarien ça veut clairement dire que Barnier, la fonction publique, là, les prochaines années, c'est. Bon courage aux fonctionnaires. Voilà. Bon. Après, Guérini, c'était pas non plus. Donc Stanislas Guérini, son prédécesseur, c'était pas non plus la joie, mais. Qu'est-ce qui devient d'ailleurs Guérini? Skip, il est de gauche. Non, si on fait des questions d'île devenue, on va pas s'en sortir. Oui, c'est vrai. Suivant. Il a été battu. Moi, je vais répondre quand même à ta question. Il a été battu aux législatives par Léa Balage et le Mariki, une députée écolo. Voilà. Mais il n'est plus rien. Ouais, c'est aussi. Enfin, oui, c'est une des raisons pour lesquelles il n'est pas ministre. Il n'avait plus aucune légitimité. Alors ça, on va voir que ça n'empêche pas. C'est vrai. Et ben justement. Laurent Saint-Martin. Non, justement parce qu'autant garder les gros, oui, pardon. Non, comment il s'appelle? Attendez, parce que j'ai mon François Durovray. Mais je sais pas quoi il ressemble par contre. Alors, je crois que c'est lui, mais je suis. Ah non, c'est peut-être le maire de Lorient. Oui. Il n'y a pas le maire de Lorient. Si, le maire, le secrétaire d'État à la pêche. Hop. Attendez, on vérifie. Parce qu'on a beau être journaliste, en plus je suis avec deux journalistes politiques, on ne connaît toujours pas les... Il faut savoir que moi, les gouvernements de Macron, c'est comme les Pokémon. Après la première génération, j'ai arrêté de les apprendre par cœur. Ça dure pas longtemps en plus.
Et dites-vous que s'il était journaliste en suivi de Macronie. Ah, voilà. Alors, on continue. Ah, c'est ça, du Revray? Ah, bah c'était pas lui. C'était pas lui. C'était pas du tout lui. Non, c'est lui. C'est lui, ok. Lui? C'est lui. Ah ouais. Donc du Revray. François du Revray, ministre délégué chargé des transports. Tout à fait. Et alors, président d'un conseil départemental de la région parisienne, alors je ne sais plus lequel. Et il se trouve que lui, en réalité, il a perdu aux législatives. Ah. Mais c'était une bonne nouvelle. En vrai, c'est un mec qui a plutôt eu la bonne attitude. Il se trouve que il était dans la circonscription d'un facho que vous connaissez tous, qui s'appelle Nicolas Dupont-Aignan. Ah. Et en fait, il a maintenu sa candidature, a priori pour enlever des voix à Nicolas Dupont-Aignan, pour faire en sorte qu'il soit battu par Béranger Cernon, qui est donc un député insoumis, syndicaliste, cheminot, et qu'on a d'ailleurs vu à la fête de l'UMA. Et donc j'ai toujours oublié son nom, du Rouvray, c'est ça? Ouais. Du Rouvray. Je pense qu'il a reçu aussi une petite récompense pour être nommé ministre. Il s'est fait repérer comme ça, en fait. D'accord, pas mal. Et donc lui, où est-ce qu'on le met? C'est qui, en fait? Vous ne les connaissez pas et nous non plus. Alors le problème de cette catégorie, c'est qu'elle va être longue, non? Bah ouais. Oui, c'est un peu notre. Oui. Écoutez, on peut faire ça pour l'instant et peut-être qu'au fur et à mesure, on arrivera à différencier certaines. Donc je mets. Vous ne les connaissez pas et nous non plus. Alors vraiment, ce setup, vous ne. Ouais, c'est juste pour te voir galérer à écrire. Après, sur les perdants, on pourrait appeler ça aussi la vie, c'était seconde chance. On peut perdre et finalement être ministre une semaine après, enfin 2 mois après. Il y en a tant que ça là, des ministres qui ont perdu et qui ont quand même été nommés. Non, mais il y en a un, je voudrais juste citer rapidement, comme ça on lui fait un sort, c'est Laurent Saint-Martin que tu as juste là. Ah oui, alors tu vas le citer, c'est très bien. En plus, on a une petite. Non, ça c'est Sébastien Lecornu, ça. Putain, mais oui, je suis vraiment très mauvais. Non, ça c'est. Il est où Laurent Saint-Martin? Non, c'est lui, pardon, oui, c'est lui. Pourtant, c'est un des seuls jeunes du. Oui. Ah non, lui on le connaît. Non, c'est pas lui que je voulais mettre là, c'est lui, voilà. Ouais. Nous, Laurent Saint-Martin, moi je propose une autre catégorie, c'est les 18e couteaux des fonds de tiroir de la Macronie. Alors, c'est un peu long. Ouais, c'est un peu long. Mais les fonds de tiroir. Les fonds de tiroir. Fonds de tiroir, c'est pas mal, fonds de tiroir. Mais est-ce que c'est pas un peu pareil que on les connaît pas et vous non plus? Non, parce qu'il y en a parce qu'on a fini par les connaître. Justement, c'est que. C'est la Macronie. C'est ceux qui montrent que la Macronie est loin d'être en cohabitation, mais qu'il y a encore largement des copains à Macron dans le gouvernement. Parce que tu vas voir que cette catégorie, elle va être très remplie aussi. D'accord. Je suis pas sûr de l'écriture de tiroir, par contre. Je veux pas te grave shamer, mais je crois que c'est pas comme ça qu'on écrit tiroir. Tu enlèves le E. Ouais. Alors, Saint-Martin, c'est ça? Laurent Saint-Martin. Laurent Saint-Martin. Je crois que vous avez un cadeau pour nous. Ouais, on a un cadeau pour vous. C'est horrible. Je l'ai mis. Voilà, je l'ai mis là. T'as chanté, c'est l'île de France qui va s'enflammer. Votez Laurent, allez, allez. Quand le parc floral se met à chanter, allez c'est l'île de France qui va s'enflammer. Votez Laurent, allez, allez. Quand le parc floral se met à chanter, c'est l'île de France qui va s'ambiancer. Votez Laurent. Voilà. Hein, vous avez sans doute fait des cousinades avec beaucoup plus d'ambiance que ça. Ouais, c'est clair. Mais par contre, Emilio, tu connaissais les paroles, j'ai vu. Allez, Laurent. Mais c'est sûr, c'était pas la première fois que tu l'entendais, quoi. Ah, mais c'est culte, ça. C'est culte, bien sûr, c'est culte. En tout cas, en rubrique politique de l'UMA, c'est un hit qui tombe régulièrement. D'ailleurs, les fameux hits de la rubrique politique de l'UMA. Wow. Pour financer le journal, on vous fera une compile des meilleurs hits politiques. Et donc, celui-ci sera numéro 1, évidemment. Et je vous proposerai du coup le remix section d'assaut de Ils n'ont pas craqué. Mais oui, je suis d'accord avec Mad Arekusu. Numéro 1, c'est AOC qui chante Aya Nakamura, évidemment. C'est quand même la best. Mais il y a la reprise Pro BO de Femme Like You, Dr. Nock. Oui, je crois que c'est 2007, c'est un classique aussi. Mais ça nous lance dans une autre discussion. Alors attends, j'ai baissé un peu le son du navigateur. Normalement, pour les prochaines vidéos Twitter, ça devrait bien se passer. Qu'est-ce qu'il dit le chat alors? Qu'il faut les mettre à gauche et pas à droite. Qui ça? Ah, bah oui, bien sûr. Alors, on va tout changer la disposition là maintenant pour qu'on ait à gauche. Non. donc Laurent Saint-Martin, tu nous le mets dans les fonds de tiroir de la Macronie. Oui. Laurent Saint-Martin, donc pourquoi lui? Pourquoi parce qu'il a été battu donc en 2021 lorsqu'il était candidat macroniste pour les élections régionales en Île-de-France. Et c'est là où il y avait la chanson. Et donc c'est là de soutien. Le parc floral qui s'est enflammé. Qui a eu un effet incroyable sur les urnes. Et il a à nouveau perdu en 2022 contre Louis Boyard dans sa circonscription. Et donc il s'est fait taper. Il était député. Jusqu'ici, il était rapporteur général du budget, c'est-à-dire la personne macroniste qui se charge de gérer avec le gouvernement les questions budgétaires à l'Assemblée, et il a perdu. Et maintenant, il est ministre. Et juste quand tu vas récupérer quelqu'un qui a perdu en 2022,
C'est que t'as un peu la fin de ton carré de contact, tu vois. C'est vrai, lui. Il n'a pas voulu reperdre en 2024 parce que c'est dans sa circo, donc face à Louis Boyard, c'était Loïc Signor qui s'est présenté, qui est porte-parole de Renaissance, qui est un ancien journaliste politique de iTélé. D'accord. Alors, vous nous rappelez les ministres délégués à quoi, lui? Oula. Aussi, c'est au budget, au compte public. Ah bah oui, au compte public. D'accord, très bien. Eh bien, très bien, Laurent. Ils n'ont pas fait que n'importe quoi, ils ont quand même pris certains avec des spécialités. Oui, pour le coup, lui, il a géré un budget. Très bien, c'est bien. Alors, à la suivante. Qui est-ce que vous voulez faire? Est-ce que c'est le moment de faire Madame Garnier? Ah, ça peut, ça peut. Parce que pour le coup, Garnier... J'ai encore une anecdote sur elle en plus. Bah ouais. Donc, qui est Madame Garnier? Son prénom, Laurence? Laurence Garnier. Alors, je sais plus pourquoi ils l'ont foutu du coup. Je crois qu'elle est à Bercy maintenant. Mais alors, pour faire quoi? Non, elle est secrétaire. Oui, elle est à Bercy. C'est secrétariat d'État à la consommation. Oui, c'est ça, la consommation. Oui, c'est nouveau ce portefeuille. Oui, bah ça va, ça vient. Hein. La consommation, ça vient régulièrement. C'est ça. En fait, en général, c'est pour trouver des postes à quelqu'un. Mais alors, attendez, ça veut dire qu'elle est chargée de quoi? Ça veut dire quoi, ministre délégué à la consommation? Eh bien, aucune idée. Non, mais vraiment, ça fait partie de ces portefeuilles dont le périmètre est encore à clarifier au journal officiel. Je te propose de lui poser la question. Voilà. Très bien, on l'appelle. Non, mais par contre, doit soutenir la consommation des Français, je suppose. Oui, et pourquoi on doit lui faire un sort à Laurence Garnier? Parce que Laurence Garnier, jusqu'à samedi, elle était pressentie pour rentrer à un autre poste au gouvernement, qui était celui de ministre délégué chargé de la famille. Sauf que Laurence Garnier, c'est pas ce qu'on appelle une progressiste dans le jargon. Elle avait des positions très anti-IVG, elle s'est opposée à la constitutionnalisation de l'IVG. C'est une participante aussi de la Manif pour tous, même une des plus actives parmi les élus de la Manif pour tous. Et donc ça a commencé à gueuler beaucoup, y compris chez les macronistes, de dire bon, on va peut-être quand même pas la mettre elle à ce poste symbolique, mais je pense que Barnier a pas voulu lâcher en disant qu'elle sera quand même au gouvernement, et donc ils lui ont trouvé un petit strapontin là, la consommation, tu te mettras au fond à droite là et puis Oui, et ce qui est important, c'est de voir qu'en fait elle fait partie de ces gens qui ont, comme dit Milo, elle s'est opposée à l'IVG dans la Constitution, mais elle s'était aussi opposée à la loi PMA pour toutes en 2021. Donc c'est des gens qui se sont opposés à deux des marqueurs, des rares marqueurs progressistes de la Macronie, qui étaient quand même une synthèse libérale, mais aussi avec des marqueurs libéraux sur les questions sociétales. Relativisé, mais voilà, mais quand même. Et donc là, il fait rentrer des gens qui ont été des opposants acharnés en fait à ces rares marqueurs de progrès. Donc clairement, c'est pas entre le libéralisme économique et le libéralisme sociétal, s'il faut en sacrifier un des deux, on voit lequel il sacrifie, quoi. Il paraît que Macron avait mis un veto sur son nom, sur la famille quand même, parce qu'il est conscient des problématiques que ça lui avait causé, notamment au moment où il avait nommé Caroline Cailleux, qui est la maire de Beauvais, je crois. Et en fait, elle était rentrée au gouvernement avec des positions très compliquées sur l'homosexualité et le mariage pour tous, et ça lui avait causé des gros problèmes, elle avait dû partir du gouvernement. Et donc Macron voulait éviter de revivre la même chose. Et je vous avais promis une anecdote sur Laurence Garnier. Laurence Garnier, en fait, personne ne savait qui c'était, même les journalistes politiques, en vrai, elle n'était pas très connue. Et il y a une autre Garnier chez LR qui, elle, est beaucoup plus progressiste. C'est Nelly Garnier, qui est conseillère régionale d'Île-de-France, je crois, et c'est une proche de Rachida Dati, elle était conseillère de Paris. Et ce qui fait que sur certains plateaux, on annonçait donc Laurence Garnier, conseillère de Paris, alors que c'était pas elle qui rentrait au gouvernement, à la famille, qui était un poil plus progressiste. Et donc, elle était tellement peu connue, Laurence Garnier, que je sais que des journalistes ont envoyé des messages de félicitations à Nelly Garnier pour être rentrée au gouvernement. C'est un petit peu triste. Écoute, tu nous fais une transition. Ah non, on sait pas où on la met d'ailleurs. Elle est pas au RN, elle. Ah ouais, carrément. Ouais, c'est vrai, remarque, sur les positions. Non, vous avez raison. Mais c'est pas la seule à avoir ce genre de. Si. Bien sûr. C'est pas la seule à avoir eu ce genre de position, mariage pour tous, etc. au gouvernement. Je me rappelle plus des noms, mais je sais qu'il y a 3 ou 4 noms là de tous les ministres. Gérald Darmanin est plus ministre. C'est vrai. Il y avait, alors c'est pas une nouveauté, mais parce qu'elle était là déjà sous Attal, mais il y a Catherine Vautrin aussi qui était déjà, même si elle en est un peu revenue publiquement, elle s'est excusée, etc. Santé avant. Ah, le chat nous demande Aurore Berger, elle est plus ministre, Aurore Berger. Non. Désolé. Ça nous aurait fait plaisir aussi. Autre anecdote sur Aurore Berger. Aurore Berger, à un moment, on a vu son nom passer pour une potentielle entrée à Matignon. Ça a commencé à bruisser. Est-ce que c'est pas Aurore Berger qui serait première ministre, etc. Et en fait, il se trouve que c'était une erreur, quelqu'un a mal compris. C'est Laurent Berger, l'ancien numéro 1 de la CFDT, dont le nom circulait. Et Aurore Berger s'est dit, ah tiens, c'est peut-être moi. Et elle a commencé à faire circuler la rumeur elle-même. Ouais. Ah, mais c'est même pas une blague là. Parce que Laurent Berger, ça venait du NFP au départ. Enfin, ça venait du NFP. Ça a été une des idées du NFP avant qu'il. Très vite retoqué. Très vite retoqué, mais ça venait du PS, il me semble, Laurent Berger, non? Il y en a, oui, enfin, ça vient de la mouvance social-démocrate qui mais c'était, oui, en Macronie, c'était une façon aussi de piéger la gauche.
s'il avait accepté de dire regardez, on nomme quelqu'un qui vient plutôt de vos rangs, mais en fait il en a jamais été question ni pour Macron ni pour le NFP. Mais Aurore Berger s'est engouffrée dans le truc en disant et pourquoi pas moi. Mais je disais c'est dommage parce que c'était une cible quand même facile Aurore Berger pour la tacler. Mais il y en aura. Il y en aura, c'est vrai qu'il y en aura. Donc Laurence Garnier, elle est pas au RNL. Ok, très bien. Tu nous faisais une transition très bien, Emilio, avec Rachida Dati. Ah. Elle, c'est pas une nouvelle. Eh ben, moi, je propose de la mettre dans Boss avec Michel Barnier. Ah ouais, je suis fan de Rachida Dati. Ouais, en fait, ce qui nous fait vraiment rire avec Rachida Dati, Boss, c'est les GOAT, quoi. Ouais. C'est que donc elle est partie de LR il y a 9 mois maintenant pour rejoindre la Macronie. Elle s'est fait donc virer pour ça. Et en fait, maintenant, elle se retrouve avec tous ses anciens collègues qui sont dans le même gouvernement et des collègues on peut dire qu'elle a défoncé publiquement. Enfin, elle a pas sa main dans la poche. Rachida Dati, elle aime bien trash talk sur tous ses collègues. Donc, qui avait dit la meilleure phrase du monde sur la Macronie, et je pense que c'est la phrase la plus vraie de tous les temps, qui est les macronistes, qu'est-ce que c'est ? C'est des traites de gauche et des traites de droite. C'est ça. Donc il faut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui a pas pris une balle de Rachida Dati dans le gouvernement. Donc je pense que c'est bien. Il faut quand même. L'opération va être sympa. Ouais, c'est vrai qu'elle voulait faire du chien de Gabriel Attal, dont j'ai oublié le prénom, un kebab. Ouais. Mais surtout, Rachida Dati, il faut dire qu'elle a quand même un nombre de casseroles au cul phénoménal. Elle a des affaires dans tous les sens, et dont Libération fait des révélations ce matin sur une question d'appartement. Bah, elle a été très liée avec Carlos Ghosn notamment. C'est toutes ces affaires-là, quoi. Ça fait. Mais alors par contre, il va falloir définir les critères de GOAT là, parce que. Non, mais c'est parce que c'est une killeuse. Moi, en fait, elle GOAT parce qu'elle est drôle en fait. Ok. Et Michel Barnier, pourquoi GOAT à part parce que c'est le chef. C'est le boss. Ok. Vous m'avez moyennement convaincu. Est-ce qu'il a réussi à être premier ministre? T'as qu'à trouver tes propres catégories et puis on en reparle. Est-ce que tu es premier ministre, toi, Théo? Non, bah voilà. Premier ministre. De toute façon, c'est le chat qui tranchera. Le chat, s'il y a des trucs sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas. C'est pas vous les mettre, c'est pas vrai, mais vous pouvez vous donner votre avis complètement. Bon, on n'a quand même pas fait beaucoup de ministres. Hein. Non, il est 34, il va falloir s'activer un petit peu. Je pense que c'est le moment de faire la ministre de l'Éducation. Alors, putain, je me rappelle. Ah oui, non, c'est pas elle. Elle est là-bas. Ah voilà, désolé. Madame, je notais. Non, c'est elle. Attends. C'est elle. Mais si, c'est c'est elle. C'est ça. Allez, c'est elle, on va dire que c'est elle. Donc, madame, je notais son prénom. Anne. Qui, elle, n'a jamais bossé sur les questions d'éducation, et on a un collègue. Olivier Chartrand, qui a fait une petite vidéo ce matin justement. Alors attendez que je la retrouve. Hop. Elle cartonne en plus. Ouais. On a une nouvelle ministre de l'Éducation nationale. Elle s'appelle Anne Genetet et vous allez voir, elle n'est pas là par hasard. Alors tout le monde le dit, elle n'y connaît rien. Mais son truc à elle, c'est la formation. Longtemps expatriée à Singapour, elle y avait créé un site, Help Agency, où elle donnait des conseils pour bien recruter sa helper. Les helpers, ce sont des employés de maison, en général des jeunes philippines ou indonésiennes. Les conseils d'Anne, c'est par exemple d'éviter de recruter une employée qui a déjà travaillé pour d'autres expatriés. Parce qu'elle a, je cite, pris de l'assurance et qu'elle peut refuser de se soumettre à vos consignes. Voilà. Et donc, qui n'a jamais mis ses enfants dans le public et qui n'est jamais, elle non plus, dans le public, mais comme... Ouais, enfin, Gabriel Attal avait jamais foutu un pied dans le public avant d'être ministre de l'Éducation nationale. Le Bapendia était dans le privé aussi. Enfin, c'est un classique, mais voilà. Jean-Michel Blanquer aussi. Mais elle, c'est vrai qu'elle porte particulièrement bien la bourgeoisie dans son pédigré, quoi. C'est pas caché. Un peu comme Oudia Castéra, d'ailleurs, on est sur un profil. Oui, c'est vrai. Assez similaire. Ouais, et visiblement, en fait, elle serait arrivée à ce poste-là, c'était pas du tout prévu. Son nom n'avait pas du tout filtré jusqu'à samedi. D'autres tenaient la corde. On avait parlé d'Annie Genevard, dont on reviendra, qui potentiellement est spécialiste des questions d'éducation, même si elle est vraiment très très à droite. Ou alors de Violette Spielbout, qui est une députée du Nord proche de Gérald Darmanin, qui maintenant fait une campagne pour dire merci d'avoir pensé à moi, mais en fait je suis pas ministre, mais merci quand même. Et là vraiment elle fait la tournée des plateaux, des interviews, etc. Bah, c'est ridicule. Et est sortie du chapeau Anne Genetet, que personne ne connaissait. Elle est d'ailleurs même pas la commission éducation et culture de l'Assemblée nationale. Elle n'a jamais bossé sur ces sujets-là et elle se retrouve propulsée ici, visiblement parce que ce serait une proche de Gabriel Attal, qui lui, en fait, comme il a construit son capital politique sur son ministère de l'Éducation nationale, voudrait un peu garder la main sur ce ministère. T'as des petits insides pas mal, Emilio. Ça nous dit pas où on la met? Ah bah dans les fonds de tiroir de la Macronie, il n'y a aucun doute. Oui, ça c'est vrai. C'est bien pour l'instant, les catégories sont à peu près équilibrées. Je trouve qu'on manque de gauche. Est-ce qu'on n'aurait pas Agnès Pannier-Runacher? J'ai pris cette photo-là en plus parce que vraiment, les cheveux au vent, c'est incroyable. Il faut que je vous retrouve la citation sur. Donc,
Agnès... sur l'industrie. Ah ouais, c'était génial. Agnès Pannier-Runacher qui était à la transition... Non, alors là, elle était à l'agriculture juste avant. Elle était à l'énergie. Voilà, c'est à peu près tous les postes. Ouais, c'est ça. Elle était à l'énergie. Son dernier poste, c'était à l'agriculture. Enfin, c'était délégué à l'agriculture sans portefeuille. C'était un peu bizarre. Bref, et du coup, maintenant, là, voilà, la transition écologique. Voilà. Qui a dégringolé encore dans la hiérarchie des ministères. D'ailleurs, je crois que c'est non, alors il se trouve que j'ai vérifié parce que comme j'ai fait mon papier sur l'écologie, l'écologie avait bien a été dégradée dans l'ordre des ministères déjà depuis Elisabeth Borne en réalité. Oui. Il faut remonter au gouvernement de Jean Castex pour voir Barbara Pompili très haut dans la hiérarchie ministérielle. Le père de Lucie Castex, Jean Castex. Jean Castex. Et donc là, même Christophe Béchu, qui était le ministre qui a occupé précédemment la fonction, était relativement bas dans la hiérarchie ministérielle. Mais par contre, le truc là, c'est pas que elle soit très basse, c'est qu'elle est perdue en compétences. Elle a perdu énormément de compétences. Alors certes, le ministère de la Transition écologique a récupéré les questions énergétiques, mais par contre, ils ont perdu. Alors, liste non exhaustive. La mer, la forêt, la biodiversité a disparu, le logement, le transport, les territoires. Voilà. Ouais. Sur la biodiversité, pour l'anecdote, avant c'était le secrétariat d'État à la mer et à la biodiversité, qui s'appelle maintenant secrétariat d'État à la mer et à la pêche. Et biodiversité et pêche, c'est pas le même rapport aux poissons. Ah non, voilà, on parle de la même chose, mais pas de la même manière. Ah voilà. Et donc Agnès Pannier-Runacher, c'est genre la caution de gauche, c'était celle qui, après les élections, avait commencé à prendre un peu ses distances avec la Macronie en disant faut quand même pas aller trop à droite. Et là, donc elle rentre dans un gouvernement, le même gouvernement avec Bruno Retailleau, sans que ça lui pose visiblement de problème. Bon, elle a eu son petit marocain ministériel, donc je pense qu'elle est ravie. Et c'est surtout celle qui avait dit que c'était magique de travailler. Alors, je vais vous dire la phrase. La fierté de travailler dans l'usine pour qu'on dise que lorsque tu vas sur une ligne de production, ce n'est pas une punition. C'est pour ton pays, c'est pour la magie. Et c'est pour ça que, et c'est ça que vous pouvez rendre possible. Je vous remercie. Voilà. Ah, tout ça avec un petit accent bourgeois quand même assez. Ouais, je sais pas le faire moi. Ça c'est la vraie magie. Mais j'ai vu quelqu'un dans le chat qui mise de la magie en. La magie. C'est ça. Et puis un autre problème quand même par rapport à son poste actuel, c'est que elle avait été épinglée par le média Disclose de mémoire sur les liens de son père avec. En fait, c'est lié aussi à elle puisqu'elle a une entreprise qui est liée avec un groupe qui s'appelle Perenco, qui est une espèce qui en fait récupère les anciens puits de pétrole pour récupérer les dernières gouttes et faire du pétrole pas cher. Et elle a une... son père était directeur général de Perenco et elle a une entreprise... c'est via son fils. Voilà, pour ses enfants, un fonds de dotation en gros pour ses enfants qui est lié à Perenco. Donc la ministre de l'écologie est liée à l'industrie pétrolière d'une façon ou d'une autre, c'est un petit peu un problème. Mais pour vous dire à quel point on est quand même dans la merde, c'est qu'Agnès Pannier-Runacher, quand tu demandes aux assos environnementales, ils se disent que c'est quand même le moins pire signal envoyé sur les questions environnementales parce que elle a déjà parlé d'un peu de sobriété. Quoi. C'est bien. Mais vraiment, on en est là. C'est que le seul petit truc un peu satisfaisant de ce gouvernement, c'est qu'Agnès Pannier-Runacher, elle connaît un peu quand même les sujets écolos et qu'elle n'est pas complètement droitarde anti-écolo, contrairement à 95% de ce gouvernement. Mais c'est effectivement une très très maigre consolation. Mais par contre, oui, elle, faut qu'on la mette dans la skip, elle est de gauche. Oui, oui. Avec ses cheveux. Et je propose qu'on fasse un package tout de suite, puisqu'on est sur les questions écologiques. On va prendre sa secrétaire d'État, sa ministre déléguée chargée de l'énergie, qui s'appelle Olga Givernet, qu'on va mettre dans les fonds de tiroir de la Macronie. Olga Givernet, députée donc Ensemble pour la République, s'il te plaît, maintenant. Elle a changé de nom. Et Olga Givernet, comme le nucléaire. Elle est chargée donc de la transition énergétique. En gros, c'est pas appelé comme ça, mais c'est pour faire la transition énergétique. Et il se trouve que, elle a un petit passif. Olga Givernet, c'est qu'elle elle travaille dans le secteur de l'aviation et notamment, elle était chargée de l'aménagement des jets privés à Genève pour deux sociétés de jets privés. Voilà, donc on a mis vraiment les plus acharnés, les plus écolos possibles de la Macronie. Tu m'étonnes. Ces enfants, des actions en étant... Ça va pas transiter grand-chose, je pense. C'est clair. Ils sont en train de transitionner la transition. Ouais. C'est ça. Donc comment elle s'appelle? Olga Givernet. Bien, donc les fonds de tiroir. Impeccable. Tu veux nous continuer ton package, Emilio Allez, Annie Genevard. Puisqu'on est sur les questions un peu écolo. Alors, Annie Genevard, dont je vous ai parlé juste avant, qui était elle pressentie pour être ministre de l'Éducation nationale et finalement pas du tout. Elle se retrouve à l'agriculture. Dossier proche.
Un dossier extrêmement proche. Annie Genevard, moi je l'aime beaucoup. Annie Genevard, c'est une personne qui est très gentille, très douce. Quand on parle avec elle, vraiment, c'est l'amabilité. Elle est très urbaine, quoi. Vraiment, elle est vraiment adorable. Et pourtant, il y a un twist. Et après, le problème, c'est que dès qu'elle ouvre la bouche, elle sort des horreurs. Mais c'est quand même, c'est terrible. Et donc, elle se retrouve maintenant à l'agriculture. Et ce qui est drôle, c'est que son suppléant, lui-même est un ancien cadre de la locale, donc du Doubs, d'où elle vient, de la FNSEA, qui est le principal syndicat agricole. Mais quand on dit syndicat agricole, c'est pas un syndicat genre CGT, hein. C'est syndicat de patrons, c'est genre le MEDEF des agriculteurs. Voilà. Et donc lui, il est cadre local, ou il était cadre local de la FNSEA. Et donc c'est lui qui va prendre la place d'Annie Genevard, qui elle finalement sera que la courroie de transmission de l'agro-industrie. C'est une anti-écolo notoire, elle justifie en gros la colère des paysans contre les écolos, et trouve ça totalement normal qu'il y a celle qui a eu au mois de... la droite lignée de Marc Fesneau, qui était lui aussi... Voilà, Marc Fesneau, lui, il avait même passé un étape, c'est que les gens qui étaient dans son cabinet, lui, partaient directement pour les lobbyistes de l'agro-industrie. On a... Les bons ménages sont encore en cours. Par contre, je sais pas où on la met. Oui, pas du RN. On sait du RN, c'est un peu dur. Après, on peut pas faire une catégorie en plus ou ça fait trop de catégories là. On peut en faire autant qu'on veut. Hein. Moi, j'aimerais bien qu'on en fasse une, la sortie de la messe, quoi. La bonne droite. Bonne quoi. droite, ouais. On fait une d'ailleurs, une catégorie. Est-ce que c'est pas dans tes petits paramètres là sur le côté? Mais si je fais ça, ça fait quoi? Je suis pas sûr. The row above. Yes. Bah voilà. Ok. Et donc ça, on dit quoi, tu dis? Bon, c'est Cyprien proposé. Ouais, la sortie de messe. C'est toute la bonne vieille droite catho-tradi, quoi. C'est pas le RN non plus. C'est pas Jojo, mais la sortie de la messe, je trouve ça pas mal, ouais. Vous savez qu'après ce visuel sera téléchargé et partagé sur les réseaux. Hein. Oui, mais je me dédonnerai de toute responsabilité. On assume tout. Et on va le mettre. Non, mais je pense qu'en plus, il renie pas, pour le coup. C'est une droite qui renie pas ses origines, ses racines catholiques, comme il dirait, je pense. Donc, je pense pas que ça soit mal pris. Allez, il est 44. Ouais, moi, alors, je sais absolument pas où la classer, mais il y en a une que je voudrais juste, parce que j'ai un fun fact dessus. C'est Valérie Létard, qui est au logement. Ouais. En fait, Valérie Létard, elle est sénatrice UDI à la base, et en fait, le fun fact, c'est qu'elle était la rédactrice, en 2018 du rapport Benalla, qui notamment a servi de base pour que le Sénat ensuite saisisse la justice contre Alexandre Benalla, Vincent Kras et le troisième larron dont j'ai oublié le nom. Donc Valérie Létard, c'est quelqu'un qui a écrit, qui a mis dans la sauce Macron en 2018 en écrivant ce rapport, qui était comme très violent contre l'Élysée, et qui se retrouve maintenant ministre du même Emmanuel Macron. Comme quoi, encore une fois, la vie, c'est quand même des surprises. La vie est faite de pardon, après tout. Et où est-ce qu'on la met, je ne sais pas, parce que c'est pas le fond de tiroir de la Macronie, c'est l'UDI, donc... Vous la connaissez pas, et nous non plus. Voilà, Valérie Létard, personne je sais que c'était une proche de Jean-Louis Borloo. Ouais. Et voilà, elle est au logement, donc elle est ministre du logement. C'est ça. Et par contre, tu as oublié de mettre Annie Genevard en sortie de messe quand même. Oui, c'est ça. Puisqu'on en est sur la droite, moi je ferais bien un monsieur qui s'appelle Patrick Hetzel. Ah oui. Patrick Hetzel, qui est ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui vient de LR. Alors par contre, pour trouver son physique, bon courage. Je vais essayer de le reconnaître. Ouais, franchement, c'est pas lui là, non? C'est lui là. Non, ça c'est Ferracci. Ça c'est Marc Ferracci, il est là. Ouais, c'est lui, c'est ce monsieur-là. Il ressemble. Non, on a dit pas le physique, on a dit le mec de là-haut. Mais oui, carrément. J'ai pensé aussi. Et Patrick Hetzel, donc de mémoire, il est sénateur LR. Ouais. Et donc il est ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et il était pour l'hydrochloroxine. Vous savez, c'est le truc pendant le Covid vanté par Didier Raoult. Et donc c'est ce mec-là aujourd'hui qui est à la tête du ministère où on fait de la recherche scientifique notamment et médicale. C'est même pire que ça, hein, parce qu'il défendait aussi l'homéopathie, les médecines alternatives. Il a voté contre une loi qui voulait sanctionner les espèces de gourous qui poussent les gens à pas se soigner. Tu vois, les mecs qui te disent, vous inquiétez pas. Je vois Guigui qui dit c'est efficace l'hydrochloroxine, ça dépend pourquoi. Hein. Si tu veux mourir, c'est hyper efficace. Ouais. Mais non, mais tu vois, il avait, tu vois, une loi qui t'empêche les gens qui te disent non, mais vous inquiétez pas, vous soignez pas, juste faites du yoga et buvez votre piste, ça va bien se passer. Il y avait des lois pour sanctionner ces gens-là et Patrick Hetzel s'est opposé à ces lois-là. Au nom de la. Oui, la loi est passée, mais il fait partie des gens qui ont voté contre. Je propose qu'on accélère un peu, là, faut qu'on fasse des packages. Je propose qu'on mette Marc Ferracci, justement, puisque tu... Attends, lui, on le met où, lui? Lui, tu le mets dans dans la bonne droite de sortie de messe. Allez. Et avec, t'as dit Ferracci? Ferracci, c'est celui... ici, là. Oui. Lui? Ouais, Ferracci, c'est un macroniste, donc des fonds de tiroir, le fonds de tiroir de la Macronie. Mais il se trouve que c'est un très très proche d'Emmanuel Macron, dont il était le témoin de mariage. Et Emmanuel Macron était son témoin de mariage, donc ils sont très très proches. Il est vraiment en ligne directe avec Macron. Il a été élu simplement en 2022 député. Il n'était pas député avant. Non.
Et il était porte-parole du groupe Renaissance, mais vraiment c'est un macroniste, ligne historique. Et donc quand même, histoire qu'on fasse notre taf, qu'on vous dise quand même à quoi il est, je sais qu'il est à Bercy. L'industrie. C'est l'industrie, c'est ça. Donc qui était auparavant occupé par Roland Lescure, dont le papa était journaliste à l'UMA. Ah ouais. Fun fact. Et Roland Lescure qui est venu à l'UMA il y a 2 ans maintenant. À la fête de l'UMA, c'est ça. Ouais. Et son demi-frère, c'est Pierre Lescure, le journaliste. Qui est venu aussi à la fête de l'UMA. Décidément. C'est pour ça en fait qu'il est venu il y a 2 ans qu'il a accepté de venir à la fête. C'est ça, je pense que. Alors, de qui on s'occupe Maud Bréjon Maud Bréjon, c'est pas mal. Je te la laisse, Cyprien. Bon, bref, fond de tiroir de la Macronie, du coup. Maud Bréjon. Alors, Maud Bréjon, elle est à un poste qui est à la fois ingrat et extrêmement stratégique, qui est le porte-parole. Donc, c'est celui qui doit dire des bêtises et genre démentir dès qu'il se passe quelque chose. Et, qui justifie tout, quoi qu'il arrive. Justifie tout. Et avant par Prisca Thévenot. Occupé par Prisca Thévenot, Sibeth Ndiaye tout début, parce qu'il faut se rappeler quand même des Gabriel Attal. Et Gabriel Attal. Voilà, donc elle, oui, c'est vraiment la bonne soldat de la Macronie. Elle fait ça plutôt bien. Genre, elle était déjà une. Mais tu sais qu'il faut féminiser les mots. C'est soldate, porte-parole, c'est elle maintenant. Oui. J'ai dit il. Celui qui est chargé. Ah oui, pardon, oui, celle qui est chargée. Ah là, on va me classer sur la sortie de la messe. C'est ton premier stream. Terrible. Non, oui, tout à fait. Non, mais elle fait ça plutôt bien. C'est vraiment la porte-flingue de la Macronie. Quand il faut envoyer quelqu'un au charbon pour défendre, y compris l'indéfendable, c'est ce qu'elle faisait déjà en tant que porte-parole de Renaissance. Là, voilà, porte-parole du gouvernement. Ce qui prouve aussi, encore une fois, que Macron est pas loin, quoi. C'est pas un gouvernement de cohabitation. Il l'a dit, Barnier, de toute façon. Oui, de toute façon, il l'a dit, mais voilà, s'il y avait encore des gens qui avaient des doutes, à partir du moment où la parole du gouvernement est portée par Macron bis, quoi, enfin vraiment une fidèle des fidèles, de toute façon, tu sais très bien à quelle couleur aura le gouvernement, quoi. Et je vous conseille d'aller voir la vidéo de Maud Bréjon face à Camille Etienne sur le plateau de C'est ce soir, où Camille Etienne lui explique par A plus B à quoi ça sert la désobéissance civile, et que c'est grâce à la désobéissance civile, parce Bréjon y était opposé sur les questions écolo, que c'est grâce à cette désobéissance que Maud Bréjon peut voter aujourd'hui. Ouais, elle se fait laminer par Camille Etienne. Très bien, on enchaîne. Il nous reste quand même quelques... On peut en faire quelques-uns, un petit package. Sébastien Lecornu, par exemple. Ouais. C'est lui qui est juste à droite, là. Non, là, c'est Jean-Noël Barrot, voilà, c'est lui. C'est Lecornu qu'on peut mettre... Ah non, parce que moi je le mettrais plutôt en sortie de mai, c'est quand même la droite canal historique, en fait. C'était un proche de Darmanin, un ex-LR proche de Darmanin, qui était déjà ministre de la Défense, et un des 2 seuls ministres qui a gardé son poste dans ce remaniement avec Rachida Dati. C'est vraiment la ligne historique, proche du chef de l'État, parce que c'est aussi, il faut dire que la défense c'est un sujet qui est aussi du domaine réservé du président de la République, et donc Macron peut choisir un peu qui il veut, et donc là je pense que Lecornu faisait pas trop criser Barnier, donc il a pu rester. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une catégorie genre les fidèles parmi les fidèles, genre Maud Bréjon, genre Lecornu, genre Hetzel Non, pas Hetzel Ferracci, mais... Ferracci, pardon. Ouais, oui, c'est vrai. Mais en fait, je pense que ça peut faire une transition vers peut-être Antoine Armand, ministre de l'économie. Ah oui, tu as là. Parce qu'en fait, là, ce que ça te montre, en fait, ce que disait sur le régalien... C'est son tiroir, lui. Oui, tout à fait. Mais ce que disait sur le régalien Emilio, c'est super important. C'est que, oui, LR fait une entrée fracassante dans le gouvernement, ça c'est sûr. Mais la plupart des postes régaliens échappent à LR. C'est-à-dire que les armées, tu l'as dit, l'éducation nationale comme un poste important, la justice... Mais non que l'intérieur, en fait. Voilà, et non que l'intérieur, ce qui est déjà une victoire pour eux, surtout vu le pédigré de Bruno Retailleau. Mais voilà, la plupart des postes régaliens leur ont échappé. Et le poste peut-être le plus stratégique de tous, c'est l'économie, parce que c'est celui qui tient le cordon de la bourse, y compris de la bourse de tous les autres ministères et donc de toutes les orientations. Et donc Antoine Armand, c'est probablement le plus jeune, j'ai peur de me tromper, mais je crois que le plus jeune ministre de l'économie de l'histoire, parce qu'il a 33 ans. Je suis pas sûr que quelqu'un de plus jeune. Macron Il était pas plus jeune, Macron Bonne question. En tout cas, il a un âge approchant dessus de Macron. Et lui, c'est un néo-député. Il a été élu en 2022. Personne ne savait vraiment qui c'était. Il se retrouve propulsé à Bercy. Clairement, c'est Macron qui a un pied dans la porte de Bercy, quoi. Et mais du coup, est-ce que c'est plus fond de tiroir ou est-ce que c'est fidèle parmi les fidèles? Ah, lui, c'est vraiment les fonds de tiroir. Ouais, parce que je pense que et je vous conseille justement d'aller sur le compte Twitter de notre collègue au service politique Anthony Cortez, qui a publié une vidéo de lui lors d'un échange sur un plateau de télé. C'était sur France Info où Antoine Armand était invité. Et donc Anthony avait sorti un livre massif sur ce qu'étaient les militants écolos aujourd'hui,
et comment en fait l'appareil d'État faisait que ça radicalisait les militants, et donc il expliquait tout ça calmement. Et en fait, Antoine Armand s'est énervé en disant que c'était un journaliste militant, etc., que c'était qu'il faisait de la politique, c'était pas un journaliste, etc. Ce qu'il avait déjà fait avec Léa Chamboncel, comme elle nous le racontait sur le Twitch lors de la fête de l'humain. Elle nous avait pas donné son nom, mais c'est ça. Et c'était juste avant. C'est la même personne du coup. Ouais. Et Léa a publié aussi sur son compte Twitter l'extrait. Vous pouvez aller voir sur le compte Twitter de Léa Chamboncel l'extrait dont elle nous parlait pendant la fête de l'UMA. Et pareil, la fête de l'UMA, vous pouvez aller retrouver le plateau sur les néo-éditorialistes, même si le thème a fait débat, c'est comme ça que s'appelle ce plateau. Et donc vous pouvez retrouver tout ça sur le YouTube de l'Humanité. On avance. On continue, ouais. Et ben sur les fonds de tiroir, on peut mettre Benjamin Haddad aussi, qui est ici, Benjamin Haddad. Fond de tiroir de la Macronie, lui, il est ministre délégué chargé de l'Europe. C'est le poste qu'occupait Jean-Noël Barrot, que tu peux mettre aussi dans la même catégorie. Jean-Noël Barrot, Quai d'Orsay maintenant. Qui est au Quai d'Orsay, donc c'est le galon. Voilà, c'est vraiment ce que moins Barrot que Haddad, mais Haddad c'est vraiment ce que la Macronie a fait de pire dans la Startup Nation en fait. Pas grand chose d'autre à dire sur lui, hein, mais c'est un profil un peu, je sais pas si vous vous souvenez de Djebari, qui était c'est le même profil. Ah oui, le TikToker, c'est ça. Et fou là. Il y a quand même Benjamin Haddad, il faut dire que c'est un soutien inconditionnel de Netanyahou, comme il y en a eu quelques-uns en Macronie. Ouais. Son collègue Mathieu Lefebvre, qui était lui pressenti aussi pour entrer au gouvernement, finalement non. On l'avait mis d'ailleurs en une de l'Humanité. Voilà, c'est les gens qui ne portent pas la position historique de la France sur la guerre à Gaza et sur la reconnaissance de l'État de Palestine. Enfin, la France ne l'a pas reconnu, hein, mais ne porte pas la position historique de la France qui est de la solution à deux États. Et lui, il est vraiment un dur de chez dur. Quoi. Et tu dis, lui, il est ministre délégué à quoi ? À l'Europe. Ouais. Ok. Et Jean-Noël Barrot, c'est Jean-Noël Barrot, ça. Il est au Modem. C'est lui, voilà. Jean-Noël Barrot. Voilà, le Modem. Très bien. Et ministre de quoi, lui ? Des Affaires étrangères. Il était au Quai d'Orsay. Et auparavant, il occupait le poste de Benjamin Haddad à l'Europe. Une promotion. Très bien. Là, on arrive au moment où on a un peu... T'as Vautrin quand même que tu voulais. Il y a Vautrin, oui, effectivement. Deuxième important de la version. On arrive dans le moment où on a la sauce parce qu'on ne reconnaît personne sur les fins qui est là actuellement. Non, Vautrin, on sait qui c'est. Parce que la majorité. On dit de la santé. Non, maintenant, elle l'est fait. Et maintenant, les territoires. Ouais, territoire et décentralisation. Bon, là, voilà, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais voilà, elle avait été épinglée déjà au moment de son élimination. Ça avait fait grincer les dents puisqu'elle avait des positions pro-manif pour tous et anti-LGBT. Elle s'en est excusée. Voilà, vous en faites ce que vous voulez de ces excuses, mais voilà, sachez qu'elle s'était excusée et elle est toujours là. Voilà. Elle vient de Reims, voilà. Mais oui, c'était. Moi, je la mettrais à la sortie de Metz. Je dirais pas que c'est pas une facho. Elle a eu des positions vraiment problématiques. Un moment. Tout à fait. Il y a beaucoup de noms qui ont été évoqués, mais celui-là, pour 2000, à un moment de Attal, pas au moment de. Oui. Pas au moment de. Et donc tout le reste, on sait pas qui c'est ça que vous êtes en train de me dire ? Si, après il y a Othman Nasrou qui est le troisième, qui lui est chargé. Alors attends, c'est laïcité. Non, mais justement laïcité n'est pas dans l'intitulé, contrairement à citoyenneté. Qui avait laissé. C'est citoyenneté et discrimination, je crois le terme exact. Tout à fait. Attends, je cherche. C'est dans la forme. Voilà, c'est citoyenneté, la lutte contre les discriminations. Othman Nasrou, c'est un dur sur les questions de laïcité. Il se sert de la laïcité en fait comme un bras vengeur contre les musulmans en fait. Hein. C'est clairement ça. Et donc fut un temps où pendant les rumeurs du remaniement, il était question qu'ils prennent en charge un secrétariat d'État à la laïcité, ce qui aurait été une première. Qui aurait fait surtout de la laïcité un instrument politique, ce qui n'a jamais été jusque-là. Et finalement, il est chargé de la laïcité dans ses attributions. C'est inclus dans la citoyenneté, mais ce n'est pas affiché comme un... Ça, Et Othman Nasrou, moi je suis pas loin de mettre... Il n'est pas au RN, lui. Hein. Et tu l'as dit que oui, il défendait Stanislas aussi. Non, ça j'ai pas dit. C'est un proche de Valérie Pécresse. Il est sur la laïcité, mais il a quand même défendu l'enseignement catholique privé de Stanislas au moment de la laïcité à géométrie variable. Voilà, c'est ça, en disant qu'il fallait pas casser l'excellence. Oui, et d'ailleurs, je pense que si on devait faire un pari, le premier de tous là qui doit prononcer le mot islamo-gauchisme, c'est lui. Ah ouais. Ouais. Si on fait un ni oui ni non islamo-gauchisme. Il y a Maud Bréjon aussi. Hein. Il y a Maud Bréjon, c'est vrai. Il y a match. Mais voilà. Donc lui, on le met quoi Moi, je le mettrais là quand même. Ouais, c'est. Si c'est la messe un peu aigre. C'est la messe en latin. Ouais. Ok, très bien. On le met là en plus. Alors maintenant, bon courage. Si, il y a Marina Ferrari. Ouais. Alors je crois que c'est elle, mais je suis pas sûr.
Mais c'est juste pour la fun fact, c'est la cousine de... Oui, c'est ça, c'est elle. C'est la cousine... Ferrari, le créateur des Ferrari. Plutôt de Laurence Ferrari, l'animatrice de... Ouais, c'était sa cousine. Ah, très bien. Donc, ministre déléguée chargée de l'économie du tourisme. Et donc, elle, c'est les fonds de tiroir de la Macronie, elle vient du Modem. Elle était déjà ministre de mémoire. Ou vous la connaissez pas ? Ah non, la connaissez pas. Moi, non, on la connaît pas, vas-y, mais non, on la connaît pas. Parce qu'en fait, à part le fait que c'est la cousine de... Là, j'ai très peur que toutes ces personnes-là arrivent là, non ? Non, parce qu'il y a Geneviève Dariussec, par exemple, qui est la deuxième... Ouais, c'est elle, tout à fait. La survivante, elle aussi, qui a perdu de mémoire. Non, non, elle était toujours députée. Non, elle était députée, elle était sortie du gouvernement, puis elle est revenue. C'est une proche de François Bayrou. Ministre qui était là en 2017 dans l'équipe originelle des Avengers. Ah ouais. Et voilà. Ouais, on sait ce que ça donnait les derniers Avengers. Bref. Alors, on la met où elle ? Ah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué parce que oui, en fait, c'est quelqu'un qui a suivi tout le macronisme, mais en même temps, elle a jamais imprimé. Enfin, je veux dire, il n'y a jamais eu de grand moment d'enfort médiatique autour de Geneviève Dariussec. Bon, elle était la mémoire aussi aux anciens combattants, c'est pas après, le poste c'est quand même... C'est les fonds de tiroir du Modem, en vrai. Hein. Oui, c'est ça, oui. Si tant est que le Modem est déjà le fond de tiroir de la Macronie, mais... Tout à fait. Non, mais en plus, j'ai dit ça, j'exagère un peu, ils commencent à prendre un peu leur distance, le Modem, justement, parce qu'ils sont pas à l'aise avec la tournure très droitière de ce gouvernement. Conservatrice, ouais. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'elle peut s'inquiéter parce qu'elle a la santé, et qu'à la santé, la durée de vie des ministres, actuellement, c'est 6 mois, un truc comme ça. Donc, c'est un truc de fou. Donc voilà. Oui. C'est le ministère le moins long, enfin, les gens restent le moins longtemps à ce ministère. L'éducation a pas mal tourné, mais la santé, c'est assez... En fait, il y a eu pas mal d'affaires problématiques ces dernières années. Non, mais même des affaires parce qu'il y avait, voilà, sur la loi immigration et celle qui avait succédé à Rousseau, justement, qui a Agnès Firmin-Lebaudot, avait eu des problèmes aussi. Alors, je sais plus ce que c'est exactement, mais c'est des problèmes avec la justice. Hein. Donc, non, c'est un ministère très compliqué. Mais je propose qu'on avance et qu'on fasse Salim Assa, qui est, je crois, c'est cette personne-là. Il me semble. Oui, c'est ça. Qui est donc secrétaire d'État chargé de l'égalité entre les hommes et les femmes et les hommes plutôt, parce que... Et il y a 12 ans... Cancel aussi. Non, il y a 12 ans, je peux te dire qu'elle va être cancel, parce qu'elle avait qualifié alors c'est pas d'hérésie, de ridicule, voilà. Elle a dit que la création d'un ministère de l'égalité entre les femmes et les hommes, c'était ridicule. La voilà ministre. Très bien. Mais alors du coup... c'est les sorties de messe, elle. Non, vous la connaissez pas, ou comme tu veux. Allez, comme tu veux. Théo, vas-y. Moi, je la connais pas, mais vu ce que tu racontes, ça fait un peu sortie de messe. Ouais, un peu. Non, on va la mettre là parce que là, sinon, je pense que ça va être un peu difforme cette catégorie-là. Ouais, fais la déco et puis nous on fait le reste. Voilà, c'est ça. Moi, je pense esthétique, vous pensez politique. Ça fonctionne comme ça. Mais est-ce que chez les gros ministres, déjà, il y en a qu'on n'a pas fait ? Je reprends la liste. Hein. Paul Christophe, on l'a pas fait, par exemple. Ici. Paul Christophe, qui est un proche d'Édouard Philippe, qui est ministre des Solidarités. Je reprends le Solidarité, de l'autonomie, de l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, il y a pour pour secrétaire d'État Salim Assa, dont on parlait juste avant. C'est un peu les fonds de tiroir de la Macronie, Paul Christophe. Et surtout, c'est lui qui est censé avoir parmi ses compétences les personnes en situation de handicap. Mais il ne sait pas trop, il n'est pas sûr, parce qu'il n'a pas encore vu avec Michel Barnier, parce qu'il n'y a plus de secrétariat d'État aux personnes en situation de handicap, comme c'était le cas aujourd'hui. Ce qui fait bondir à raison les associations de soutien aux personnes handicapées. Voilà. D'accord. Et sinon, il ressemble à Émile dans La Cité de la Peur. Mais... On n'avait dit pas le physique, Cyprien, c'est pas possible. On a cité là-haut, il fallait un peu là. C'est vrai. Cinéma français, ça fait... Des comparatifs avec des dessins animés, je pense que ça passe en termes de physique. Je pense que c'est bon. Très bien. Je crois qu'on a fait tous les gros et grosses. Non, on a quand même. Non, moi je voudrais qu'on fasse Gilles Averrousse aussi, qui est le maire de Châteauroux. Ah oui. Et qui est le nouveau ministre des Sports. C'est lui, hein. Voilà. Et bon, c'est un peu ironique parce que j'ai pas grand chose à dire. Pour moi, Châteauroux, c'est Michel Denisot. Hein, donc. Et Depardieu, on sait pas. Et Gilles Averrousse, donc il se retrouve ministre des Sports. Et on se demande s'il est pas ministre des Sports juste parce que Châteauroux a accueilli le tir aux Jeux Olympiques. À un moment, il savait pas où le mettre. Il a levé le bras. Il a fait bah moi, si vous voulez, je peux accueillir. Et maintenant, il se retrouve ministre. Voilà. Tu penses que c'est un lien? Je sais pas, aucune idée. Peut-être. Hein. Aucune idée, mais en tout cas, je ne sais pas. En tout cas, c'était pas quelqu'un qui était très connu dans la vie politique française. C'est un maire d'une ville moyenne, Châteauroux. C'est pas particulièrement illustré. Je sais pas, non, il est pas très très connu. Donc on peut le mettre dans la sortie de messe. Et j'en ai un autre qui est Nicolas d'Aragon. Parce que j'ai une anecdote avec Nicolas d'Aragon. Encore un maire. Par contre, il faut encore un maire. C'était le maire jusqu'ici de Valence, donc dans la Drôme. Et c'est presque le point de gauche de Nicolas d'Aragon, parce que lui, donc, il est ministre délégué chargé de la sécurité
du quotidien. Et Nicolas d'Aragon, il faisait partie du comité pour la panthéonisation de Missak Manouchian. Il a été reçu à l'Élysée avec Macron, avec le sénateur communiste Pierre Ouzoulias, avec la petite nièce de Missak et Mélinée Manouchian, avec d'autres. Et donc moi je l'avais eu au téléphone au moment de faire le grand récit de la panthéonisation de Manouchian, et parce que en fait Valence, la ville dont il est maire, est une ville avec une très très forte communauté arménienne. Voilà. Et donc aujourd'hui, voilà, il me semble que c'est un proche de Laurent Wauquiez. Ah, moins sympa déjà. Moins sympa. Et à la base, c'était un autre ministre une autre personnalité qui devait rentrer au gouvernement. Qui s'appelle Jean-Louis Thériault, mais Jean-Louis Thériault qui lui était plus favorable auparavant à une alliance avec la Macronie. Et Laurent Wauquiez a mis un veto, je crois, sur Thériault. Il me semble que c'est lui, hein. J'ai lu ça ce matin. Et il a proposé en échange Nicolas d'Aragon, qui à un moment avait été pressenti pour remplacer Laurent Wauquiez à la tête de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais finalement ça n'a pas été lui, donc en fait c'est presque une forme de récompense. T'as pas eu la présidence de la région, donc finalement tu rentres au gouvernement. Voilà, c'est les petits arrangements, c'est aussi ça la politique. C'est un peu dégueulasse. Donc sortie de Metz ou on le connaît pas? Moi je le connais, mais en fait les gens proche de Wauquiez est sorti de Metz. Oui, sortie de Metz. Allez, sortie de Metz. Et après tous les autres, tu peux déjà les caler dont on ne connaît pas, parce que alors leur nom au moins. Il y a François-Noël Buffet, c'est qu'on termine quand même les gros ministères. Les ministères de plein exercice, François-Noël Buffet, c'est lui. Hop. Ouais. Qui est, si tu l'as, Cyprien, ministre auprès du chargé des Outre-mer. Oui, c'est Outre-mer. Encore un qui a voté contre la constitutionnalisation de l'IVG, je crois. Très bien. Et puis il y a encore un spécialiste des Outre-mer, a priori. Hein, chez Macron, c'est quand même une spécialité que de mettre aux Outre-mer quelqu'un qui n'y connaît rien. Donc je pense qu'il y connaît peut-être un peu plus que les autres précédents. Parce qu'il faut rappeler que, par exemple, Yael Braun-Pivet, avant de devenir présidente de l'Assemblée nationale, avait été en 2022 secrétaire ministre délégué, je crois. Ça va durer 2 semaines, je crois. Un mois. En ce moment, on n'a pas tellement besoin de mais qui connaissent. Après, il faut quand même le noter, il y a un ultramarin quand même dans le gouvernement, c'est le premier d'ACTA, alors que je n'écorche pas son nom, c'est Thani Mohamed Swahili, qui est donc à la francophonie et qui est un sénateur de Mayotte. Mais Renaissance. Mais je voulais quand même juste dire un truc sur Buffet et les Outre-mer. C'est quand même pas, c'est pas rien que ce soit en fait un mec de chez LR qui soit là et pas un macroniste. Quand on voit comment les macronistes ont géré la crise, il se trouve que la gauche traditionnelle, enfin la gauche et la droite traditionnelle étaient quand même sont quand même très inquiets de la situation en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. C'est monté très fort le sujet au Sénat avec des inquiétudes de Gérard Larcher, notamment le président LR du Sénat. Et je pense qu'il faut voir aussi un signe de ce côté-là, que ce soit un LR et qui reprenne la main sur le sujet et pas un macroniste canal historique. Tu m'étonnes. Ensuite, cette personne, qui est-elle? Sûrement quelqu'un de... Ce serait pas Agnès Canaillé? Non, pas du tout. Je tente. Tiens, attends, j'ai vu Claire Chapaz, c'était cette personne-là, il me semble. Oui, elle est alors l'IA et au numérique. Non, Clara Chapaz, pardon. Clara Chapaz. Ouais. C'est la seule profil qui a un peu, parce qu'il en manque du coup des sociétés civiles, tu sais. Ouais, elle vient de la French Tech. Voilà. Attends, on va prendre sur notre pense-bête là, comme ça, on va faire ça vite, mais en partant de la fin des secrétaires d'État, on va remonter. Agnès Canaillé. J'avais raison, c'était Agnès Canaillé. Agnès Canaillé, la première, qui est ministre déléguée à la famille, donc qui remplace. Oh là là. Mais tu nous coupes dans le moment le plus intéressant là. Eliane, voici Mike qui vient de tout casser. Après, en vrai, j'en ai pas forcément. Parce que ça, c'est une souris ergonomique. Je sais pas si vous voyez. C'est très intéressant pour pouvoir faire du montage. Je sais pas si les gens t'entendent. Si, c'est bien problème d'ailleurs. Moi, je fais du montage. Oui, d'ailleurs, c'est un problème. Alors, je vais faire. Attends, mais en vrai, j'ai pas tant besoin de la souris que ça pour la fin du stream. Bah, regarde, c'est pour ça que je la récupère. Hop. Ouais, mais tu m'en avais une deuxième là. On a ramené une vieillotte. C'est bon, je vais me débrouiller avec ça. Classer les ministres. De quoi? On ne peut plus classer les ministres. Si, on peut. Mais il y a un truc qui s'appelle le pad sur les. Okay, ça me dépasse. Je vous laisse classer les ministres, c'est très important. À bientôt. La prochaine fois, tu présentes à toutes, Mike. Et on relève à raison qu'il n'y a sur ce plateau aucune parité. Non, on en a parlé en ouverture de plateau. Alors qu'il y en a une dans le gouvernement. Et ouais, donc on peut être paritaire et complètement conservateur. Non, c'est pas forcément une. On peut être progressiste et complètement à côté de la. Voilà, c'est ça, exactement.
Alors, allez, enchaînons. Justement, là, Marie-Agnès Cossier-Winsbach. Voilà, qu'on ne connaît pas non plus. Ministre déléguée chargée de l'économie sociale et solidaire, de l'intéressement et de la participation. Ça, d'accord. Bon, je sais pas très bien ce que ça veut dire, l'intéressement et la participation. Mais... Là, ça fait typiquement partie des ministères où tu as l'impression qu'ils ont créé des portefeuilles pour caler des sénateurs LR, quoi. Enfin, je pense que si on retire ce portefeuille et cette dame sans vouloir la vexer, je pense que la France ne s'effondre pas. Enfin, voilà, genre, non, tu rigoles. Non, je suis pas d'accord. Le SS, c'est quand même hyper important. Le SS, oui, mais la fin, l'intéressement et de la participation, je comprends pas ce que ça veut dire. En vrai, je confondais avec un autre portefeuille qui m'a. Non, mais attends, mais je veux qu'on en parle après. Je sais pas si on parle du même, mais. Coordination. Oui, mais il y en a même un autre dans oui, celui-là, oui. Mais donc tu peux la mettre dans les. On ne la connaît pas et vous non plus. Mais par contre, on peut parler de Sophie Primas aussi très rapidement. Cette personne-là, donc. Tout à fait, qui donc est ministre déléguée chargée du commerce extérieur et des Français de l'étranger. Voilà, parce que c'est comme ça. Hein, commerce avec l'extérieur et puis les Français de l'étranger, tu les rajoutes comme ça, tu saupoudres un peu de Français de l'étranger, tu vois. Parce que tous les expats sont des commerçants. Une sénatrice LR. Et arrive notre cher ami Alexandre Portier, qui lui aussi est un LR, je crois, et qui a un intitulé qui me fait beaucoup rire. Qui s'appelle qui est ministre délégué chargé de la réussite scolaire et de l'enseignement professionnel. Donc l'enseignement professionnel, c'est un ministère quand même qui est hyper important, qui parfois qui n'est souvent d'ailleurs pas assez traité à sa juste valeur, mais par contre, il est chargé de la réussite scolaire. J'aimerais bien que le gouvernement m'explique ce que c'est d'être ministre chargé de la réussite scolaire. Si quelqu'un a la réponse, qui m'envoie un mail. Et puis ça veut dire que c'est détaché de l'éducation nationale, c'est détaché de l'enseignement supérieur. Non, c'est pas détaché. Non, ils sont rattachés à. Ah oui, d'accord, ok. Mais par contre, je crois qu'il j'avais un truc sur lui. J'ai vu passer des casseroles, mais je suis pas sûr. Je vérifie en même temps qu'on parle. Vas-y. Ouais, parce que moi je pensais, quand je parlais d'un ministère où on se demande un petit peu à quoi ça sert, je cherche son nom, je l'ai perdu. Oui, c'est elle. Marie-Claire Carrerger, qui doit être celle-ci, je pense, mais je ne suis pas sûr à 100%. On va peut-être vérifier. Ouais, on va vérifier. Marie-Claire Carrerger. Ouais, c'est ça, c'est bien ça. Ah oui, ça y est. Je sais, pardon, je me permets sur Alexandre Portier. C'est parce que c'est un proche de Laurent Wauquiez et qui est lui aussi un défenseur de l'éducation privée. Ouais. Voilà. Oui, ok. C'est la réussite scolaire, mais que dans le privé. Ok. C'est super. Et donc on l'a mise où donc elle, tu m'as dit que Madame c'est la Carrerger. Ouais. Elle, son poste c'est ministre délégué chargé de la coordination gouvernementale. Alors, moi, je pensais que coordonner un gouvernement, c'était le boulot du Premier ministre, du GOAT Michel Barnier. Et en fait, non, apparemment, il faut quelqu'un pour que les gens se coordonnent, pour que les ministères ne se marchent pas sur les pattes. C'est comme une super directrice de cabinet de Michel Barnier, c'est une très proche de Barnier. Oui, c'est ça. Donc oui, c'est ça. Mais... Ça fait partie des ministères, des portefeuilles, tu te dis, bon, là, il fallait placer quelqu'un... C'est le ministère team building, en fait. D'accord, c'est bien. C'est ça. Non, mais son 39 postes, ce qui est un record sous Macron, c'est aussi le symptôme de ça. Ça voulait forcément dire qu'il y a des gens qui avaient d'abord une question d'équilibre à trouver en termes politiques plus que d'efficacité des ministères. Il nous en reste 3, les amis. Nathalie Delattre, ministre déléguée chargée des relations avec le Parlement. Alors c'est elle qui a une fonction extrêmement stratégique. C'est pas n'importe quel ministère, surtout dans la configuration de l'Assemblée nationale où il n'y a aucune majorité absolue. Et donc c'est elle qui va être en première ligne pour aller négocier avec chacun des groupes parlementaires pour savoir quoi faire sur les projets de loi et qui va être le lien en fait entre Michel Barnier et les différents groupes parlementaires. Et j'imagine que c'est elle qui va beaucoup parler avec le Rassemblement national, puisque chose qu'on n'a pas dit quand même, c'est que ce gouvernement n'est possible que parce que Marine Le Pen le veut bien. C'est qu'elle a validé en gros le nom de Michel Barnier et des ministres. Elle avait posé des casus belli. Fallait pas qu'il y ait Gérald Darmanin, fallait pas qu'il y ait Xavier Bertrand, fallait pas qu'il y ait Éric Dupond-Moretti. Ils n'y sont pas. Donc Marine Le Pen pour l'instant ne compte pas voter la censure. Et ça veut aussi dire que quand on voit donc la tournure droitière que prend ce gouvernement, ils vont potentiellement aussi s'appuyer sur eux pour voter des textes de loi, notamment sur une loi immigration que prévoit Bruno Retailleau avec la suppression de l'aide médicale d'État. Ce qui avait été remis par le Conseil constitue. Voilà, et qui a été une promesse en fait le Conseil constitue n'avait pas eu à le supprimer parce que ça faisait déjà partie du deal en fait de la CMP. La commission mixte paritaire, c'est l'instance qui entre le Sénat et l'Assemblée nationale décide de se mettre d'accord ou pas sur un texte de loi. Et donc c'était la promesse d'Elisabeth Borne à ce moment-là à la droite en disant ok on le met pas là mais par contre je vous promets on fera une loi très vite pour supprimer l'AME.
Ouais, et que l'avis du Conseil constitutionnel, c'était un avis sur la forme, surtout. C'était pas un avis sur le fond. C'est pas le Conseil constitutionnel qui a dit non, ça on le fera jamais. C'était une question de cavalier législatif. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, ça n'avait rien à faire dans ce texte-là. Et il se trouve qu'il y a un macroniste, moi, qui m'a dit sur la suppression de l'aide médicale d'État, il m'a dit on compte sur vous, l'UMA et la gauche, en fait, pour résister à la suppression de l'aide médicale d'État, parce que nous, on va galérer, on va pas y arriver. Donc surtout, ne lâchez pas. Donc ça vous dit l'état d'esprit en Macronie avec les bons gros droitards qui nous ont mis. Mais dites-vous, c'est ce que disait Emilio, mais dites-vous que les 39 ministres, 38 plus Michel Barnier, ont accepté de fait d'être approuvés par Marine Le Pen, puisque ceux qu'elle ne voulait pas ne sont pas au gouvernement. Donc par définition, c'est-à-dire que ceux qui y sont ont été tamponnés. Je pense qu'ils ont accepté cet état de fait politique que Marine Le Pen a validé leur nom. Et donc Nathalie Delattre a sûrement parlé beaucoup avec Marine Le Pen et on lui souhaite bon courage. Nathalie Delattre, elle est au Parti radical. Un peu valoisien, je crois, qui est un parti dont l'existence me... Mais c'est un parti que vous ne connaissez pas et nous non plus. C'est la Troisième République, en fait. Vraiment, c'est un parti de la Troisième République qui a survécu. Allez, on a bientôt fini. On a Marie-Claire Carrère-G. On l'a fait déjà ? Non, c'est bon. Ah oui. On va faire de gauche à droite. Lui, c'est le maire de Lorient. J'en parlais tout à l'heure. Donc c'est celui qui a le... Tu l'as ? L'OR. C'est Fabrice, j'ai un doute. Je crois que c'est Fabrice Loher, si tu l'as. Donc lui c'est le maire de Lorient, donc il a le portefeuille de la mer. Ah oui, Fabrice Loher, c'est ça. Surtout de la pêche, ce qui fait sens dans le sens où la Bretagne, la pêche. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est pas un petit sujet, mais ce qui inquiète, c'est que en termes aussi de gestion des ressources marines, dans le monde de Nemo, il est quand même plus pour le chalutier que pour le poisson clown, donc c'est un peu inquiétant. Non mais voilà. Ce qui est inquiétant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, surtout, c'est que c'est plus rattaché au ministère de la Transition écologique, mais au ministère des Territoires. Donc c'est un truc à part, on verra plus tard, quoi. Non mais voilà, donc sur la biodiversité, ça n'existe pas. C'est un enjeu économique, la mer en fait. Donc on ne le connaît pas. Il nous reste Françoise Gatel, je crois, si c'est ça. Françoise Gatel, ministre déléguée chargée de la ruralité, du commerce et de l'artisanat. Et bienvenue à elle. Ouais, ruralité artisanat, c'est Jean-Pierre Pernaut. C'est vrai, c'est vraiment. Non mais c'est bizarre comme un autre. Voilà. Très bien. Écoutez les amis, on est arrivé au bout de cette tier list. Est-ce que le chat, vous êtes à peu près d'accord avec nos choix, enfin surtout avec les choix d'Emilio et de Cyprien en vrai. Mais je pense qu'on est pas mal. Vous l'avez vu, il y a plein de gens aussi qu'on ne connaissait pas. En vrai, un tiers des gens qu'on ne connaissait pas. Ouais, pas facile. Ouais. C'est correct. Et écoutez, si... Merci. En plus, vous engueulez dans le chat ensemble, c'est parfait. On est vraiment sur un chat Twitch. Nous, on s'engueule gentiment. Oui, c'est vrai. C'est ça, dans le respect. Écoutez les amis, merci beaucoup Emilien, merci beaucoup Emilio d'avoir fait cette série. C'est toujours pas Emilien, mais... J'ai dit quoi ? Emilien et Emilio. Écoutez, ça fait 2 heures que je suis en stream, je fatigue. Merci beaucoup Cyprien, merci beaucoup Emilio. Merci Thibaut. Je le rappelle, vous êtes journaliste à la rubrique politique de l'humanité et on retrouvera vos papiers dès demain et dès ce soir sur le web et dès demain dans le journal, j'imagine. C'est ça. Super, merci beaucoup à tous les deux. Merci le chat. Et abonnez-vous, on nous a dit qu'il faut faire la promo, mieux que Violaine que tout à l'heure, donc surtout abonnez-vous, c'est important.